we'll take a deep dive. We'll figure out what we need to add, and like I said, we'll step out. We'll look at 35,000 feet, and we won't look at us as a one seed. We'll look at us as how do we get better. Les Pistons de Détroit ont-ils réussi leur intersaison? Voici une question assez compliquée et qui fera couler beaucoup d'encre encore pour un petit moment, puisque ce n'est pas tous les ans qu'une équipe qui empile 60 victoires en saison régulière et qui est encore jeune est aussi timide sur le marché de l'intersaison. Départ de cadre du vestiaire contre presque rien en les personnes de Tobias Harris et Isaiah Stewart. Un bras de fer avec Jalen Duren pour ne pas lui offrir un contrat maximum qui pourrait bien se finir par un départ du pivot de 22 ans. Et seulement les arrivées de John Collins et Isaiah Joe. Et rien que là-dessus, on peut déjà lire plein de choses. La peur du nouveau cibier, de par la réticence d'offrir des gros contrats, mais aussi, et peut-être encore plus, l'amour pour certains jeunes joueurs et le désir de leur faire une place. Paul Reed au poste 5, et peut-être Ron Holland sur les postes extérieurs. Mais il y en a un autre que le management aimait tellement qu'ils ont été agressifs pour le ramener dans le Michigan, et son nom est Ebuka Okori. Initialement, Détroit avait le pick 21, mais ils ont été enclins à lâcher 4 seconds tours de draft pour monter de 4 petites places à la draft et récupérer le meneur de Stanford. Preuve qu'ils le voulaient vraiment et qu'ils l'aiment beaucoup. Et ça tombe bien parce que moi aussi, je l'aime beaucoup, Okori. Alors on va essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ce choix et pourquoi cela pourrait se transformer en un véritable style à terme. Alors qui est Ebuka Okori? Eh bien, on est de retour pour les vidéos. Bienvenue à tous. Ebuka Okori from Stanford University. Wow. Ebuka Okori, the ACC scoring champion out of Stanford. Un second tour de playoff, c'est pas si mal, mais si on est honnête, dans ces tests qui semblaient ouverts, cela pouvait être bien mieux et ça laisse forcément un goût amer. Alors logiquement, quand on voit la course à l'armement de la conférence Est, on se demande comment les Pistons peuvent résister et comment est-ce qu'ils peuvent faire mieux. Et on commence donc avec une question relativement simple. Qu'est-ce qui a manqué l'an passé? Il y avait 2 points évidents qui étaient le spacing et donc la dépendance au seul shooter Duncan Robinson. Et puis il y avait aussi le manque de création quand Cade Cunningham n'était pas là. 121 d'offensive rating avec lui, seulement 114 sans lui. Pour le spacing, Détroit est allé chercher Isaiah Joe et John Collins qui sort quand même de 2 saisons à 40%. Mais pour la création, c'est beaucoup plus dur parce que ce sont des profils qui coûtent évidemment beaucoup plus cher. Il faut donc tenter des coups. Et Détroit a tenté le pari avec Ebuka Okori parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, Okori c'était une véritable sensation de NCAA à Stanford et une des plus grosses stars du circuit à seulement 19 ans. Alors, qui est-il et est-ce qu'il peut atteindre un niveau top 10 de draft comme l'espère le management? Avec les jeunes joueurs, on a tendance, et je m'inclus dedans, à valoriser énormément qu'un seul trait parce que le joueur en question serait élite dans cet aspect. Un tel a un premier pas génial, un tel est ultra vertical. Mais en réalité, une seule qualité isolée, ça compte pour pas grand chose. Il n'existe pas un chemin unique pour réussir, mais ce qui compte, c'est la combinaison d'attributs. Par exemple, Jaden Ivey, factuellement, il est très rapide. Mais quid du contrôle du corps, du toucher de balle, de la verticalité justement en fin de drive, ou de la souplesse. C'était un peu l'idée de la vidéo sur Dylan Harper, afin de comprendre pourquoi lui, il est une anomalie sur drive. Parce que sa combinaison est unique et létale. Et pour en revenir à Okori, je pense justement que Okori présente un cocktail d'attributs qui en fait un créateur de décalage avec un potentiel de très très haut niveau. S'il faut le résumer simplement, je pense qu'il a justement un contrôle du corps et une technique qui sont tous les deux pas loin du niveau élite et qui lui permettent donc de se balader à peu près n'importe où sur un terrain de basket et surtout à la vitesse qu'il veut. Et donc Okori, c'est une machine à créer des décalages, encore et encore pour lui comme pour les autres. Mais si on rentrait justement un petit peu plus dans le détail. Tout part, à mon sens, de sa technique balle en main. On voit bien qu'il a été un enfant biberonné au mixtape de Kyrie Irving ou quelque chose comme ça, tant son handle est sûr et de qualité.
Il est très très créatif dans son répertoire de moves, mais aussi il est à l'aise des deux mains. Et ça le rend déjà imprévisible parce qu'il peut aller partout sur le terrain sans grosse préférence. Mais juste un handle, ça fait pas tout. Et c'est précisément parce que le joueur est très très coordonné et très très souple qu'il peut se pencher très très bas et avoir un dribble très proche du sol et donc avoir un handle presque imprenable. Prenons cette possession et voyez le stunt arrive pour le ralentir et le faire arrêter son dribble. Mais son dribble est si proche du sol que cela ne va pas lui poser de problème et il va réussir à contourner le défenseur. Il y a aussi autre chose d'important, voire de très important, c'est que Okori est très jeune certes, et plutôt fin, mais en réalité il a une certaine dose de force dans son jeu. Pas en fin de drive pour justement aller attaquer et absorber le contact une fois lancé, qui est plutôt une faiblesse sur laquelle on reviendra, mais bel et bien dans le trafic. Il est relativement proche d'un produit fini physiquement et suffisamment costaud pour absorber le contact lorsqu'il dribble, sans pour autant arrêter ce dribble. Et c'est justement ça qui est clé et qui lui permet aussi de se balader à peu près n'importe où sur le terrain. Tout ça, tout ce cocktail, ça donne une impression de légèreté balle en main, d'un joueur qui n'est absolument pas gêné par le fait de porter la balle, et donc un joueur qui peut ralentir presque à foison pour endormir son adversaire et dégainer sa vraie arme nucléaire, qui est sa vivacité. Il a une capacité d'accélération qui est vraiment extrêmement impressionnante et sous-discutée à mon sens, parce qu'il ne s'en sert pas à chaque fois, mais avec parcimonie. Il n'est pas tout le temps avec la touche R2 appuyée et toujours en sprint, mais c'est pour ça que lorsqu'il utilise ce premier pas, c'est dévastateur. Parce qu'il est vraiment élite dans la gestion de son rythme et lorsque son adversaire direct donne ses appuis, le déborder avec son premier pas. Et comme tous les grands drivers, il n'a pas besoin d'un pas négatif pour se donner de l'élan et il peut juste détruire son adversaire direct sur un pas. Et comme il a des changements de direction fluides aussi sur le côté, ça le rend d'autant plus dangereux. Ce n'est pas juste un tout droit, au contraire c'est tout l'inverse. Et c'est un joueur qui manie les nuances comme peu. Une possession qui peut paraître anodine mais qui en dit long sur son combo, c'est ce simple step back. Il paraît simple, mais en fait c'est assez dur de bouger aussi fluidement et rapidement avec un ballon latéralement. C'est ça le secret. Il a des changements de l'arrière vers l'avant dévastateurs, mais peut-être encore plus d'un côté vers l'autre côté. Bref, on va faire simple, Okori crosse des gens. Et il en crosse beaucoup. Une autre possession intéressante, c'est ce drive contre Miami, où le premier pas tue le premier rideau, mais derrière ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à très très bien se faufiler dans l'espace, et surtout, il arrive à repartir sur sa main gauche après un Eurostep qui finit sur son pied droit, et logiquement qui aurait dû finir sur sa main droite. Allez, une dernière possession, mais cette passe où il arrive à se redresser en fin de drive alors qu'il semblait avoir complètement perdu l'équilibre et qu'il touchait presque le sol, je vais presque finir par demander un test de parenté à Kyrie si ça continue. Grâce à ce package, des situations où il excelle, ce sont celles de split le pick and roll. C'est-à-dire des possessions où la défense va envoyer un second défenseur derrière l'écran pour l'empêcher de prendre de la vitesse. Mais lui va réussir à changer rapidement de direction avec le ballon et passer entre les deux défenseurs. Et celle-ci, face à North Carolina, elle est particulièrement impressionnante par la vitesse de réactivité et le fait qu'il soit à l'aise pour passer le ballon sous sa jambe pour la protéger. Et je pense que sur ces situations, c'est vraiment d'assez loin le tout meilleur de la QV parce qu'il a tout ce qu'il faut et ça lui permet donc de créer des décalages de grande qualité. Bref, on pourrait résumer tout ça par le fait qu'il est un créateur de décalage excellentissime, mais dans un style particulier. Mais son cocktail à lui marche particulièrement bien et il accède donc à la zone sacrée du cercle quasiment sur demande. Les chiffres à ce niveau-là confirment cette impression. Ebuka Okori était dans le 99e centile en rim pressure, 99e centile en tentative au cercle et 99e centile en tentative au cercle non assistée. Et finalement, c'était le joueur avec le plus de paint touches de toute la QV.
50 and then he understands, obviously, like once the ball touches the paint, your threes, layups, offensive rebounds, like everything goes up for your team as an offense. We talk about that a lot. It's one of the things we try to do. Intenable, inarrêtable, et le tout dans une équipe de Stanford où il était la seule menace et probablement le seul joueur NBA. Mais maintenant, on se demande tous qu'est-ce qu'il en faisait de toutes ces paint touches. Parce que bon, s'il peut pas finir parce qu'il est trop petit, c'est super d'avoir un handle de malade, ça servira pas à grand chose. Et pour le coup, si la création d'avantages est assez indéniable et indiscutable, la finition est plus nuancée. Le point positif de cet aspect, c'est que Okori se créait 90% de ses tirs au panier, plus que n'importe qui. Mais il ne les finissait qu'avec un taux de seulement 56%, et ça, c'est pas génial. Et là, on touche vraiment à la question centrale du joueur. Oui, il peut aller au panier quand il le veut, mais si ça ne passait déjà pas en NCAA à la finition, comment survivra-t-il en NBA? Est-ce que c'est une vraie limite finie, une barrière incassable? Ce que nous disent les matchs, c'est assez clairement que Okori est un joueur qui n'a pas de pop vertical en fin de drive et qui joue assez nettement sous le niveau du panier, voire même loin du panier. On sent qu'il a toujours joué comme un joueur de petite taille et que donc toute sa vie, il a été contraint de chercher des angles complexes, de se contorsionner en l'air pour aller chercher un angle parce qu'il ne peut justement pas attaquer le contact. Et quelque part, c'est déjà très positif qu'il puisse le faire, qu'il puisse se contorsionner et chercher ses angles. Mais c'est sûr que certains matchs, comme celui par exemple contre Duke et Dame Essar, qui était sans doute celui qu'il a joué où l'adversaire ressemblait le plus à une défense NBA, il a été en difficulté physique parce que le défenseur était plus long et plus costaud que lui et que la défense collective était impressionnante. Et donc il a eu beaucoup de mal à aller dans ses spots et à finir sur ses fins de drive. Et plus globalement, c'est arrivé de le voir en difficulté en fin de drive face à des défenseurs NCAA où il perdait un peu le duel d'attaquer le contact. Ça, c'est le verre à moitié vide, se dire qu'il n'y arrivera pas à passer ce step de la physicalité. Mais le verre à moitié plein, c'est de se dire que c'est à peu près la seule fois où il est passé au travers d'un match. Et que contre d'autres adversaires de très bon niveau, comme North Carolina, il a surnagé de par son talent. Comme dit, il a une vraie capacité à se contorsionner, et surtout si Okori est petit, il a de très longs bras pour sa taille, de plus de 6,7, soit plus de 2,03 m. Et comme tous ses autres attributs, Okori, il sait s'en servir. Et ça lui sert donc souvent à contourner le défenseur en fin de drive, à s'enrouler autour de lui pour finir avec son toucher. Est-ce que vous vous rappelez du split, le pick and roll contre North Carolina dont on parlait juste avant? Eh bien, regardez bien comment il arrive à finir derrière Caleb Wilson en s'étendant de tout son long. Et ce genre de possession, il en raffole vraiment et il a un vrai savoir-faire pour ensuite finir avec beaucoup de touchés. Parce que oui, il a un toucher qui est assez indéniable, presque ambidextrie de ce point de vue-là, tant il finit aussi beaucoup de la main gauche, parfois avec ses petits up and under, ou aussi et souvent avec des flotteurs. Des flotteurs main droite, des flotteurs main gauche, c'est vraiment une arme qu'il a dans son répertoire et qui lui permet aussi parfois de contourner les grands pivots adverses. Et puis dernière chose importante, c'est le footwork d'Okori. Parce que grâce à sa gestion de ses appuis, il arrive très souvent à déséquilibrer ses adversaires et provoque donc des fautes à un très très bon taux. Avec 44% de free throw rate. Ça, c'est autant que Michael Brown. C'est plus que Kingston Flemings, que Darius Sakuf, que LaBaron Philon ou que Braden Burries. C'est un peu le reflet du joueur qu'il est. Okori a des atouts d'élite, mais particuliers, et il sait jouer avec. Et le dernier exemple de ça, c'est sa capacité à allonger ou rétrécir la cadence de ses foulées au besoin et s'il y a l'espace. Dans les petits espaces, les pas vont être très resserrés, puis ensuite, il peut allonger et faire de longues enjambées pour se rapprocher du panier une fois que son dribble est arrêté. Et ça encore, ça montre bien sa compréhension de lui-même, de son corps et de l'espace. Mais oui, 56% au cercle, c'est faible et c'est indéniable. Mais est-ce que c'est rédhibitoire pour autant? Non, pas vraiment, et ça me fait penser à plein de joueurs dans ce profil, notamment un, Darius Garland.
voire la Melo Ball. 2 joueurs qui historiquement en carrière sont dans cette zone moyenne, voire médiocre, de finition au panier. L'intérêt précis de ces joueurs, c'est pas tant leur finition justement, mais c'est bien plus leur capacité à atteindre le panier et créer des décalages à partir de ces positions. Et je pense d'ailleurs qu'Okori est un finisseur bien plus complet que les deux au même âge. Mais si les deux joueurs sont de véritables moteurs offensifs, c'est parce que leur passing est sensationnel dans ces situations. Et alors la question c'est qu'est-ce qu'on en fait d'Okori là-dessus, sur cet aspect. Le cas est nuancé et sans doute qu'à l'instant T, c'est pas un chapeau 1 de passing. Mais je pense que le potentiel, il est très très haut dans cet aspect aussi. Déjà parce que c'est un petit monstre technique et donc il perd très très peu de ballons sur son handle et aussi sur ses passes qui sont très très précises. Mais ce qui est très appréciable, c'est que Okori peut passer des 2 mains et en mouvement avec aisance, sans être perturbé. Et déjà ça, c'est très très appréciable, parce que du coup, il n'a pas de pattern de position préférentielle, et il peut donc passer à n'importe quel moment quand la fenêtre de passe s'ouvre. Et en fait, rien que ça et sa souplesse, ça élargit son champ des possibles, et ça lui permet de passer dans des positions parfois assez improbables. Et donc ça rend sa menace de drive bien plus dangereuse. Parce qu'en fait, c'est peut-être là que son fameux cocktail est le plus intéressant. Parce qu'une fois au panier, il peut ralentir et rester sous contrôle et attendre surtout le tout dernier moment pour passer au joueur ouvert avec la main la plus adéquate pour le faire. C'est principalement un joueur de drive and kick, mais les kick-out qu'il est capable de faire dans ces situations, ce sont de vrais caviars. Et l'imaginer dans un spacing NBA, forcément que ça fait saliver de ce point de vue-là. Alors pour l'instant, on n'a pas vu une créativité sans limite. Et parfois, faut le dire aussi, il était un peu trop orienté sur son propre scoring, quitte à en oublier ses partenaires. Mais ce qui est intéressant, c'est les flashs de manipulation visuelle, ils sont là. On l'a vu à plusieurs reprises être capable de faire bouger des défenseurs de par la seule force de ses yeux. Et ces flashs, ils demandent qu'à être polis, qu'à être exploités. Et d'un autre côté, on peut aussi dire qu'il était de très 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 loin le meilleur scoreur de Stanford, et donc il valait peut-être mieux quelquefois, de temps en temps, qu'il oublie ses partenaires. Mais avec de meilleurs coéquipiers, 2 aspects sont assez intrigants. En NCAA, il n'avait pas de menace de lob, mais s'il en a une avec Jalen Duren par exemple, est-ce qu'il peut aussi devenir un excellent passeur de lob, sachant qu'il a déjà le flotteur. Et puis la deuxième, c'est sur short roll. Il aura enfin de bons joueurs dans cet aspect-là pour exploiter sa gravité. En NCAA, il n'en avait pas, et la meilleure possession pour parler de ça, c'est celle-ci, où il se fait enfermer très très haut sur le terrain, il demande à quelqu'un de venir faire le connecteur, mais personne ne viendra, et c'est donc une passe très très compliquée et une perte de balle. Mais en NCAA, il était relativement dur à enfermer par la longueur de ses bras et sa capacité à se contorsionner, grâce à laquelle il pouvait trouver des passes par-dessus au short roll. Un peu à la manière d'un AJ Mitchell du côté d'OKC. Mais la question, c'est face à des meilleurs athlètes, plus grands, plus vifs, plus costauds, est-ce que ce sera toujours le cas ou est-ce qu'il se fera beaucoup plus enfermer? Si tout passe, je pense que le scénario maximal de Okori peut être très très élevé. On a un potentiel de moteur offensif, un vrai. Mais pour l'instant, à Détroit, et logiquement, c'est Cade qui fait sa loi. Et donc on est amené forcément à se demander, est-ce que les deux peuvent cohabiter? Est-ce qu'il a aussi une capacité de jeu sans ballon? Je dirais que jusque-là, s'il n'y avait pas le tir, je serais plutôt chaud sur lui pour un joueur de fin de premier tour, mais plutôt aussi effrayé par le scénario d'échec évident où il n'a pas la balle et tout s'effondre. Seulement voilà, je pense que le tir aussi peut devenir un véritable point fort de Okori. Quand on regarde les stats, seulement 35% à 3 points, c'est pas non plus Klay Thompson, notre pote. Mais attention, ne nous laissons pas berner. C'était 35% en étant assisté seulement sur 40% de ses tentatives de tir. Ça veut dire qu'il y avait 60% de pull-up qu'il se créait lui-même, et d'un coup d'un seul, le chiffre devient beaucoup plus alléchant. Parce que faire 35% sur des pull-ups en sortie d'écran, des step back ou des side step, en fait c'est un chiffre élite, aussi en NBA. Mais surtout, un pourcentage lointain en NCAA, ça veut pas dire grand chose tant l'échantillon est faible.
Mais ce qui est intéressant, c'est le répertoire de tirs pris, la diversité. Le catch and shoot semble plutôt bon, même si c'est pas le plus rapide, mais surtout on a vu aussi des tirs en mouvement, en sortie d'écran, parfois même en déséquilibre, et aussi comme dit, beaucoup de pull-up. Et c'est cette diversité-là qui est intéressante. Avoir 35% de réussite sur ce répertoire de tirs, quand on met en corrélation avec le 84% dans le C-franc, on peut être relativement confiant. Et c'est important parce que ça peut lui permettre de jouer avec Cade Cunningham, de partager le terrain avec le franchise player des Pistons. Et pour lui aussi, ça peut être très intéressant, parce que ça peut lui permettre de jouer avec un joueur qui créera des décalages pour lui. Et ça lui est jamais arrivé à Stanford. Et ça peut lui permettre d'avoir des situations bien plus simples, plus assistées. Alors, sous quelle forme, on ne sait pas encore exactement, mais on peut imaginer beaucoup de choses, notamment en poseur d'écran sur des pick and roll entre petits avec Cade, ou simplement pour le placer à une passe près de Cade pour sanctionner des potentiels Z. Et le côté intriguant, il va aussi dans l'autre sens, parce que Cade, c'est un des joueurs les plus héliocentriques de NBA depuis qu'il est arrivé. Et ce serait intéressant de voir s'il peut un peu diversifier son jeu avec un autre créateur à côté de lui. Est-ce qu'on peut avoir plus de jeux sans ballon, comme on l'a vu un peu contre les Cavs? Et si oui, est-ce qu'il peut réussir à être efficace dans ce registre, avec plus de catch and shoot? L'immense champ des possibles est désormais ouvert aux Pistons. Et peut-être que Okori n'est pas du tout prêt encore pour le niveau NBA, et que tout ça n'est que rêve et fantasme qu'on ne verra peut-être jamais. Mais les Pistons ont l'air de vraiment l'apprécier, et il existe un scénario possible où Okori est un véritable style de cette QV, pourtant si dense et si profond. Alors, est-ce que les Pistons se sont vraiment renforcés cet été? C'est assez dur à dire, mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont recruté un joueur qui donnera un peu plus envie de cliquer sur eux la saison prochaine.